Le projet est aujourd'hui porté par la ville de Givors, ça va de soi, est porté par la SAGIM, qui sera votre bailleur, mais aussi par d'autres partenaires, la métropole. On invitera, je crois qu'on n'a pas pu le faire cette fois-ci, la CPM, l'hôpital, l'ARS, etc., sur l'avancement du projet, qui intéresse beaucoup l'ensemble des partenaires. Nous avons l'ambition audacieuse d'imaginer les pratiques dans les 10 prochaines années, hein, et de faire un pas. Je rappelle que nous, on a 3 cibles. La vôtre prioritaire qui est les soignants, praticiens. On a les patients, mais on a surtout les apprenants aussi. On aimerait que ces apprenants qui vont venir en stage chez vous puissent être pris en charge et trouvent le lieu tellement magique qu'ils auront envie de s'implanter à Givors. Donc il y a une ambition assez forte sur le projet. Merci Dalila. Bonjour, excusez-moi du retard, j'étais en décor. Non, mais on démarre à l'instant. On va démarrer donc sur l'échange sur le tiers-lieu. C'est, je crois, l'entité Cosmos qui va expliquer comment ils ont fabriqué et qu'est-ce qu'ils ont fait de leur tiers-lieu. Donc bonjour à tous. Bonjour. Donc du coup, on va raccourcir un petit peu on va aller directement à la visio parce que du coup on a pris du retard et qu'il faut qu'on libère après Elodie et Julien. Donc simplement, ils vont vous présenter un lieu qu'ils ont mis en place qui est sur Saint-Étienne qui s'appelle Cosmos et enfin dans lequel il y a une entité qui s'appelle Cosmos. On a un deuxième micro, je crois. Non, il marche pas, Marc. Il marche pas. Dans lequel il y a une entité qui s'appelle Cosmos et qui accueille dans un lieu différents professionnels. Mais bon, Julien va vous en parler mieux que moi. Donc je vous présente Julien. Tu ne vois toujours pas, Julien? Non, on est en aveugle de notre côté, mais on vous entend bien. Il va falloir que tu nous imagines. Donc, je vous présente Julien, qui est le cofondateur du lieu, et puis Elodie, donc, qui est le couteau suisse, on va dire, du lieu, le gestionnaire du lieu. Et puis qui vont nous présenter dans un premier temps le lieu. Donc on va faire une visite virtuelle en visio, et ensuite Julien va vous témoigner, on va dire, un petit peu de la mise en place de ce lieu-là, et ensuite vous pourrez lui poser des questions. L'intérêt, c'est qu'effectivement, s'il y a des questions, en transposant par rapport au tiers-lieu de santé de Givors, que vous puissiez l'interroger. Du coup, je vous laisse la main. Absolument. Donc, nous sommes avec une machine, un ordinateur portable, mais Elodie était en train de se connecter pour pouvoir, avec son téléphone, parcourir les différents espaces. Donc là, on est dans l'entrée, dans le hall d'entrée. Vous m'entendez tous bien, ça va? Oui. Ok, alors, il faut juste que je change le sens, ce serait plus sympa. Pour l'affichage, je ne peux pas là-dessus. Ok. Si jamais je vais trop vite, vous n'hésitez pas à me dire. Donc, le lieu accueille des personnes qui sont là en permanence. On a différents corps de métier. On a une société qui s'appelle Avenue des Talents et qui est spécialisée dans le recrutement, dans le tertiaire et dans l'ingénierie. On a une société aussi qui fait du web marketing. On a un expert comptable et la société Nous Cosmos, donc c'est une agence pour l'innovation, une agence qui fait du design sprint, design thinking. Donc il y a plein de sortes de métiers. Et en plus, on accueille soit de manière nomade à la journée ou en demi-journée des personnes qui ont besoin de venir pour des réunions ou bien qui ont besoin de venir travailler en télétravail. Ils n'ont pas envie de travailler de chez eux et ils viennent chez nous. Et après, on a aussi des personnes qui viennent en poste fixe et qui vont venir sur 3 mois, 6 mois, 1 an, parce que, pareil, ils veulent le faire bosser dans un lieu un peu atypique et pas être tout seul chez eux. Voilà, pour la présentation. Donc, le lieu, en termes de déco, déjà, vous allez voir, il est assez atypique. Donc, on s'y sent plutôt pas mal. Voilà, je vous montre même la déco jusqu'au plafond, qui est assez sympathique. Voilà, donc on arrive dans le hall, on a un bar pour le matin, boire un petit café.
pouvoir un peu discuter tous ensemble, un peu comme si on était dans un quartier et que les commerçants aillent boire le café au petit bistrot du coin, quoi. C'est plutôt sympathique. Voilà. Et comme ça, on peut échanger, développer les réseaux aussi, c'était sympa. Voilà. Dans notre lieu, on a bien sûr des toilettes, mais pas que, puisqu'on a aussi, alors j'y vais, on a tout mis au point, si ça s'allume, ça va s'allumer, voilà. Une salle de douche pour les plus sportifs d'entre nous. Voilà. Donc on a tout mis, tout est bien pensé. Voilà. Avec des toilettes, lavabo, etc. Ensuite, chaque espace, donc pour revenir à l'espace du bar, vous avez la possibilité, avec l'écran que vous devez voir par là, voilà. Si vous avez besoin pour une réunion, si on veut y faire rétroprojecteur en fait, hein, simplement. Voilà. Donc tout est hyper bien pensé. Ensuite, on se dirige vers l'atelier. Donc vous allez voir, en plus, il est en pleine vie, l'atelier. Donc c'est super. Donc tous les coworkers se retrouvent là, en train de manger. Voilà. Bonjour. Donc voilà, donc c'est l'atelier, la cuisine où tout le monde se retrouve pour partager, échanger. Voilà. Ensuite, là, on a un coin pour les plus nomades d'entre nous, ceux qui ont besoin de travailler un peu dans un coin. Voilà. Après, ce sont des bureaux, là, comme celui-là, là, les bureaux de l'agence de web marketing. Voilà. En bureau fixe. Ça va, vous voyez bien? Très bien. Ouais, c'est un peu orienté sur le plafond souvent. Tu peux baisser un tout petit peu. Ouais, super. Est-ce que Parfait. Ah, parfait, merci. Ok. Donc là aussi, là c'est les bureaux d'Avenue des Talents pour le recrutement, dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Et donc, comme vous l'avez vu, tout ce petit monde se retrouve à midi. Donc là pour manger, mais on peut aussi échanger et se faire une petite partie de ping-pong, puisqu'on a de quoi faire, si on veut, du ping-pong. Donc sur la grande table de l'atelier, et on a tout le matériel qui est là-bas pour pouvoir faire du ping-pong et se détendre. Voilà. Ensuite, voilà, les salles de réunion qui sont équipées, comme celle-ci, d'un coin de phone box si vous avez besoin de... si la lumière veut bien venir. Voilà. Une phone box si vous avez besoin de passer un coup de fil et d'être en toute intimité. Voilà un petit coin, et on peut fermer la porte et être tranquille pour passer ses coups de fil confidentiels. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vais vous montrer le reste du lieu aussi. On a la chance en plus d'avoir une terrasse sur laquelle on peut aussi travailler et se détendre. Donc l'autre partie de l'espace de cowork, c'est pareil, on va retrouver aussi une phone box plutôt sympathique aussi pour passer nos petits coups de fil pro ou perso si besoin en urgence. Voilà. Après, donc, les bureaux pour les postes fixes qui sont là. Et après, on a, vous voyez, l'espace de vie ou notre agora, où on peut autant déjeuner comme là, vous pouvez voir à midi, mais aussi, on a la possibilité de le transformer en salle de réunion, puisqu'on a là-haut, vous voyez, on peut tirer un tableau pour mettre un rétroprojecteur. Donc, très bien étudié. Voilà, donc après, avec tout ce qu'il faut, les micro-ondes,
machine à café, la vaisselle, tout est bien équipé. Voilà. Après, c'est important aussi dans un espace de coworking d'avoir des salles de réunion pour pouvoir faire un point entre tous les coworkers, par exemple. Donc, on a une salle de réunion à dispo, comme celle-ci. Alors, nous, on fait aussi des podcasts. Donc, on a eu un podcast là ce matin. Mais voilà. Et après, là, c'est l'autre bureau, notre agence Cosmos, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si, au niveau de la visite, c'est OK pour vous, Yann? Oui, je pense que c'est bon, ouais. Merci. Ce serait peut-être bien si on peut effectivement échanger maintenant avec vous. Ouais, allez, OK. On se donne 3-4 minutes, Yann. Ok. C'est bon, Julien, tu vois tout le monde, du coup? Je vois tout le monde, je te vois toi, mon cher Yann, et je vois l'assemblée. Bon, merci. Merci pour la visite, Élodie. On me dit qu'il nous reste très peu de temps, donc est-ce qu'on peut simplement... Moi, j'aimerais juste que tu nous expliques un petit peu l'intérêt, peut-être, de ce lieu-là, pourquoi vous avez travaillé là-dessus, histoire d'échanger ça, enfin de témoigner de ça. Absolument. Alors peut-être que je peux commencer par une anecdote, mais quand je suis arrivé dans ces lieux en 2014, 3 personnes donc, de l'agence qui s'appelait pas Cosmos, mais de l'agence Cosmos occupaient les lieux. Et pour moi, j'arrivais d'espaces de travail assez arides humainement, arides aussi dans la manière dont ils avaient été aménagés, parce qu'ils dataient. Et c'est vrai que j'ai dit aux habitants de l'époque, aux cofondateurs du lieu, vous devriez ouvrir la porte au sens propre et au sens figuré, parce que ce lieu, il faisait sens d'être partagé au sens d'un tiers-lieu, du coup. Donc c'est comme ça que l'aventure a démarré. Est-ce que vous m'entendez bien, Yann? Oui, c'est bon. Ouais, super. Okay. Merci. Donc c'est comme ça que l'aventure a démarré. En fait, on s'est, comme c'est souvent le cas autour de nos méthodologies liées à l'entrepreneuriat, on a prototypé les choses. Donc finalement, on a fabriqué un petit site internet pour se faire connaître. On a eu des premières demandes sur lesquelles on s'était adapté pour comprendre les usages, pour comprendre les besoins. L'intuition de départ, c'était de penser que nos bureaux, qui étaient pensés d'abord comme des lieux de vie, parce qu'on passe du temps dans ce genre de lieux, s'ils étaient pertinents pour nous en tant qu'usagers dans le tertiaire, ils pouvaient être pertinents pour d'autres acteurs dans le tertiaire. Donc c'était ça l'intuition. Et l'intuition ultime, c'était de penser que ces échanges dans ce tiers-lieu créeraient de la valeur, en fait. Et donc, évidemment, qu'à un moment donné, on a monétisé les choses en disant cet espace coûte tant pour telle durée, etc. etc. Mais on a d'abord prototypé et en croyant en ayant l'intuition que les échanges créeraient de la valeur. Aujourd'hui, ce lieu, donc, on l'a doublé, donc on parle d'à peu près 400 mètres carrés. On y organise des enregistrements de podcasts que je mène. Et ce matin, une pharmacienne de la Croix-Rousse, qui est également naturopathe et auteur d'un bouquin, me disait, je lui parlais rapidement de notre futur échange, et elle me disait, ce qui est important dans ces lieux, peut-être, c'est la pédagogie et le sens qu'on donne aux choses, la nouvelle génération a besoin de comprendre. Et c'est vrai que pour nous, c'est avant tout ces échanges qu'on organise. Donc évidemment que les gens qui ont accès à de l'internet de très haute qualité, à des équipements de très haute qualité, paient pour des équipements, mais in fine, c'est aussi à ces échanges. Et c'est la raison pour laquelle Élodie aujourd'hui est à mes côtés. Jusqu'à présent, nous étions 2 cofondateurs à faire ça à heure perdue. Alors c'est une façon de parler, parce que ça prend du temps d'administrer un lieu et de l'animer. Et la conviction qu'on avait et le passé d'Élodie, son vécu fait qu'aujourd'hui on croit qu'un être humain doit animer ce genre de lieu. Nous, depuis une dizaine d'années, on a parcouru ce type de lieux, donc tiers-lieux, coworking, aux 4 coins de l'Europe, je dirais, et on a vu que systématiquement, c'était non pas la qualité des équipements, la taille de la fibre Internet, mais la qualité de l'animation humaine qui faisait la différence. Je cowork également en Haute-Loire à Monistrol, dans un lieu qui s'appelle 4 puissance 3. L'animatrice est partie, ça a été compliqué d'en recruter une nouvelle. Ce lien humain entre les professionnels qui occupent ce lieu, entre ces visiteurs, pour moi, il est capital. Et
et c'est celui qui, pour moi, qui fait l'origine du succès de ce type de lieu. Voilà ce que je peux dire brièvement. Donc si c'était à refaire, on le referait. La dimension de l'extérieur, on a la chance dans cette copropriété qu'Yann connaît bien de bénéficier d'une terrasse qu'on a végétalisée, qu'on a équipée en considérant que le retour régulier au plein air à l'extérieur, mais c'est pas une question de taille, mais une question d'aménagement est essentielle. Donc aujourd'hui c'est une terrasse mutualisée mais qui est pour moi importante. Chaque détail compte, la présence d'une douche pour les sportifs, la serrure connectée qui permet aux gens de rentrer et sortir comme bon leur semble, juste avec un smartphone. C'est une somme de petits détails, finalement pas très coûteux, mais qui, agrémentés les uns aux autres, créent un parcours sans friction et qui est pour moi vraiment essentiel parce qu'il est bon pour moi d'abord, et en considérant qu'il est pour moi en tant qu'usager du lieu, je pense qu'il est bon pour les autres du coup. Super. Merci. Merci beaucoup. Désolé, compte tenu de la transmission, là, on a un ordre du jour important parce qu'on doit créer, nous, notre tiers-lieu, on doit passer du rêve à la réalité. On vous remercie d'avoir partagé ce rêve et qui était réalité. Et là, maintenant, c'est à nous de réaliser. On sera amené à se revoir, vous serez les bienvenus à Givors et on ira peut-être vous rendre visite. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ça, Julien. Salut Elodie, merci encore. Hein. Et désolé pour tous les problèmes techniques. Non, on y est arrivé. On y est arrivé. Salut. À très bientôt. Au revoir. Ciao. Bon. Ce qui était intéressant par rapport à ça, c'est une expérience vécue. Hein. Ils ont rêvé, ils l'ont réalisé. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre l'ordre du jour et je vais te laisser la parole, Yann, pour poursuivre. On va avoir un temps un petit peu plus court. On te laisse présenter la méthode et puis on va laisser après Émilie présenter l'esquisse et l'organisation qui a été pensée. C'était pas dans cet ordre-là que je comptais faire. Ah, mais vas-y, dis-moi. C'est pas grave. Allez, non, mais tu es maître des lieux, c'est bon. Et du temps. Explique la démarche alors. Alors, moi, simplement, on va repartir de là où on en était. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, sur la question du tiers-lieu de santé, on arrive à porter collectivement. Moi, j'ai la charge, je dirais, au sein de l'équipe, d'être plus en charge, d'être plus axé sur ces questions de tiers-lieu, mais bien sûr que j'ai une vision globale. C'est-à-dire que je suis architecte aussi, par ailleurs, je dirais, de façon classique, avec Thierry, donc, qui n'est pas présent aujourd'hui, parce qu'on n'a pas rencontré encore tout le monde, et vous n'avez pas rencontré encore toute l'équipe. Avec Thierry, donc on enseigne tous les deux à l'école d'architecture de Lyon. On se connaît bien et on travaille sur des projets d'équipement, de logement, etc. Moi, j'ai une spécificité, c'est d'avoir travaillé avec la Cité du Design pendant plusieurs années sur des questions de design thinking, d'aménagement de tiers-lieux, et notamment dans le domaine plutôt de l'éducation, donc pour les écoles. Et donc, ce sujet-là nous intéresse particulièrement parce qu'effectivement, la question du tiers-lieu de santé, c'est une découverte d'une certaine façon, puisqu'il y a à construire collectivement un petit peu comment on peut faire vivre ce lieu. Et je trouvais intéressant de vous faire part en fait de ce témoignage-là, qui pour moi a des similarités en termes de transposition, parce que du coup, simplement, on a bien un lieu. Alors, ils n'ont pas eu le temps d'en parler, on a eu peu de temps finalement, on avait prévu de développer un petit peu plus, mais on a eu peu de temps. Ils ont bien la spécificité d'accueillir du monde venant de l'extérieur qui ne fait pas partie de cette entité privée, où il y a en gros, c'est un lieu où on sous-loue des bureaux. Ça pourrait se terminer là, l'histoire, et en fait, ça commence là, et c'est l'occupation justement de tous ces entre-deux qui fabrique qui donne un peu le sel, la saveur de ce lieu-là. Et l'idée de ce tiers-lieu à Givors, pour moi, elle se situe clairement dans cette articulation-là, cet entre-deux. Donc,
nous, l'idée, c'est de fabriquer avec vous. Alors, il y a un programme qui a été défini, il y a des surfaces, mais il y a un projet qui se dessine aussi, qui fait qu'il faut s'adapter à des contraintes réglementaires, à des contraintes techniques, et qu'il faut fabriquer ce lieu-là avec ça aujourd'hui, et que du coup, on en est au stade où on est en train de spatialiser les choses. C'est-à-dire qu'on est en train de regarder où vont se situer les espaces qui vont pouvoir accueillir ces fonctions-là. Et aujourd'hui, on a besoin aussi de... Moi, je ne suis pas dans le milieu médical, donc j'ai forcément besoin de comprendre et de connaître les attentes des utilisateurs, à la fois du lieu et puis de ce que vous connaissez des usagers de ces lieux-là, c'est-à-dire des patients, etc. Et du coup, de ce que vous y... Surtout, le vrai enjeu, et c'est pour ça que je voulais que Julien témoigne, parce que pour l'avoir rencontré plusieurs fois, moi je ne vis pas dans ce tiers-lieu-là, mais j'ai eu l'occasion de lui passer plusieurs fois, on sent l'intérêt et l'animation intérieure que provoque en fait ce contexte, ce climat, et la véritable valeur ajoutée en fait de ça. Et il faut arriver à le transposer dans le système de la santé, et du coup d'imaginer, et c'est un peu ce qu'on a fait la première fois. Alors je vais peut-être vous montrer les diapos de ce qu'on avait, de ce sur quoi on avait travaillé la première fois. Vraiment une très mauvaise définition de projection, je suis désolé. On a travaillé en fait sur des fiches avec des scénarios d'usage qui permettaient, on voit un petit peu mieux, voilà, qui permettaient d'envisager quel type de scénario on pouvait projeter dans ces espaces, sans être dans l'espace lui-même. C'est-à-dire qu'on parlait, on va dire, d'idées. Pour l'instant, on ne parlait pas forcément encore de spatialité. Aujourd'hui, on va plutôt parler d'espace. On a, nous, avancé sur la question de la définition de ces lieux-là. Et on est capable de dire, maintenant, voilà, ici, on a tant de mètres carrés, voilà comment ça va se passer, c'est éclairé par là, etc. Et on va pouvoir regarder. On va faire un atelier qui va travailler sur ces questions-là, un atelier qui va travailler plus sur la question de l'organisation globale du bâtiment. Voilà. Et en fait, on a travaillé la dernière fois, le dernier atelier, sur ces scénarios d'usage et des thématiques possibles qu'on avait évoquées, mais qui sont, je dirais, c'est vraiment des pistes de travail, c'est des lancements. On peut en avoir plein d'autres, justement. C'est l'idée, justement, que cet apport-là, en fait... d'activer, on va dire, cette réflexion-là de votre part, et que en fait vous nous fassiez ce retour-là, que nous on puisse se saisir de ça et qu'on puisse transformer ça en espace. Il faut comprendre que nous on ne va pas animer le tiers-lieu, bien entendu. On a parlé de la question de l'animateur du tiers-lieu, qui est une question qui viendra, enfin c'est pas une question, mais qui est un sujet qui a été évoqué et qui sera effectivement mené par ailleurs. C'est-à-dire qu'il faudra effectivement quelqu'un pour animer ce lieu-là. Sinon, il ne vivra pas plus que des couloirs ou effectivement, hein, l'humain est au cœur de ça. La santé, c'est quand même assez, même quand on y réfléchit, incroyable qu'on n'ait pas plus qu'on n'ait pas plus pris les devants sur cette question-là. L'humain est quand même au cœur aussi de cette question-là. Et que du coup, qu'on rate pas, on va dire, cette marche-là à Givors telle qu'elle est proposée en fait aujourd'hui. Et donc du coup il y aura forcément quelqu'un, je vous disais, qui animera ce tiers-lieu-là, mais on sera capable de se dire ce qu'il est capable d'accueillir, et donc ce que potentiellement chacun d'entre vous envisage, comment chacun d'entre vous envisage d'en tirer parti d'une certaine façon, au-delà de son activité propre à l'intérieur de son cabinet, quoi. Donc c'est un peu ça la question qui se pose. Donc il faut enclencher ces raisonnements-là. Donc on a travaillé sur ces... Voilà, après on devait regarder, mais on n'a pas eu le temps la dernière fois, les freins et les leviers de chacune des propositions, hein, parce que chacune des propositions qui sont faites, quand on a envisagé par exemple des propositions autour de la santé, en essayant d'imaginer comment on pouvait activer ce que disait tout à l'heure Julien par rapport au podcast, là, c'est-à-dire comment on pouvait activer l'intérêt de la nouvelle génération sur des questions qui sont des questions de prévention, qui sont des questions de culture à acquérir sur des façons de faire et des façons d'être. Et on imaginait par exemple un atelier culinaire
qui réunirait par exemple un cuisinier et une nutritionniste ou un nutritionniste, et qui pourrait à ce moment-là être l'occasion, à travers un atelier de cuisine, de réfléchir sur la question de l'addiction au sucre, sur la question, enfin voilà, plein de possibilités en fait. Enfin, tout est ouvert. À partir du moment où on a les espaces qui permettent d'accueillir ces endroits-là, ces endroits de réflexion, on peut tout imaginer. C'est ça l'intérêt. Bien entendu que le projet, lui, doit fonctionner par ailleurs. On est tout à fait conscient qu'il y a des problèmes, enfin pas des problèmes, mais qu'il y aura des questions en tout cas de maîtrise des allées et venues, de sécurité, de bruit. Ça, c'est des choses qui font partie des invariants, on va dire, qui n'empêchent pas l'existence d'un lieu pareil. Donc voilà ce sur quoi on avait travaillé, et on avait une proposition que j'aimerais bien arriver à faire évoluer au fur et à mesure des ateliers, qui était la proposition de balises. La proposition de balises, c'est simplement des thématiques autour desquelles, des grandes thématiques autour desquelles va pouvoir travailler la question du tiers-lieu de santé. Alors, l'exemple que je vous ai mis ici, c'est l'exemple avec lequel on avait travaillé, nous, sur les écoles. Et donc, vous voyez, les grandes balises, on va dire, c'est lisibilité, hospitalité, diversité, autorité, rayonnement, porosité. Et autour de ça, il y avait des scénarios de projets d'usage qui étaient greffés. Et la question de la porosité, par exemple, de l'école, c'était comment on laisse rentrer l'extérieur dans l'école, comment l'école se projette aussi à l'extérieur, et que ça ne reste pas un lieu fermé entre enseignants et élèves. Et donc du coup c'était des scénarios, voilà, de portrait d'école, c'est-à-dire comment on allait présenter l'école à l'extérieur. Résidence en établissement scolaire, c'est comment on pouvait faire, pourquoi pas imaginer des résidences à l'intérieur de l'école, en conservant certaines salles, en faisant venir des gens qui participent à la fois à la pédagogie et en même temps qui peuvent mener leur propre travail, qui sont des choses qui peuvent être envisagées avec, on disait, des internes, par exemple, qui pourraient aussi être en résidence un certain temps. On est en train de rencontrer aussi une autre association qui se trouve être sur la région stéphanoise aussi, qui démarre ces questions-là aussi, et donc du coup qui va sûrement alimenter un petit peu la teneur de justement cette alternative, on va dire, au lieu de santé habituel. Je ne sais pas si on rentre dans l'espace tout de suite, mais pour moi c'est... on y va. Alors rentrons dans l'espace. Il y a beaucoup d'attentes. Oui. Oui, mais là on résout pas Oui. on résout pas encore la teneur des espaces, mais juste simplement pour vous, j'ai divisé en fait le bâtiment. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez un bâtiment qui est existant, qui correspond à ce rectangle-là, et potentiellement l'extension qui sera faite sera sur la façade avant ici. Si on divise en 3 niveaux approximatifs, c'est-à-dire le niveau qui va être sur la rue, même s'il y a des demi-niveaux, le niveau qui va être à l'entresol, donc qui va correspondre à plutôt une partie de la cage d'escalier et une partie de mezzanine, et le dernier niveau qui va plutôt correspondre au niveau que regroupe la MSP. On a un potentiel, je parle bien d'un potentiel de lieu de 270 mètres carrés. 200 voilà. combien ? 270 mètres carrés. Ça, c'est le potentiel qu'on a. On va détailler, moi je ne vais pas rentrer plus loin dans le... Je vais pas rentrer plus loin dans le... On peut dire sur 1100 mètres carrés à peu près du total. Hein. Ouais. Mais c'est, encore une fois, c'est pas une question de surface, c'est exactement ce que disait Julien tout à l'heure quand il parlait des espaces extérieurs. C'est pas une question de taille, c'est vraiment la question de la qualité de ces espaces-là. Et la qualité de ces espaces-là, en fait, elle se fabrique ensemble. C'est-à-dire qu'effectivement... il ne faut pas qu'on rate, nous, on va dire, tous les petits détails dont parlait Julien, par exemple, de pouvoir avoir une clé électronique qui permet d'ouvrir avec son smartphone quand on veut, les allées et venues à l'intérieur. C'est ces petites choses-là qui font partie des usages que nous, on doit anticiper au maximum, et on a besoin de vous, forcément, pour ça. Mais on a besoin de ces échanges-là pour arriver à comprendre des choses qu'on ne vit pas, nous, au quotidien, en fait, tout simplement. Donc de s'immerger en fait dans votre quotidien, mais je dirais on a aussi besoin, enfin ça j'insiste là-dessus, c'est vraiment important d'être dans une logique constructive.
c'est-à-dire de voir comment on peut tirer les choses vers le haut. Parce qu'on sait très bien que toutes les situations vont créer toutes des questions problématiques. La question, c'est comment on arrive à les résoudre, en fait, ensemble. Et nous, on œuvre dans ce sens-là. Il faut collectivement, on arrive effectivement à réfléchir sur ces questions-là, en essayant de voir qu'est-ce qu'on a envie d'apporter comme plus-value à ce lieu-là. Qui, personnellement, après, moi, j'y vivrai pas dedans, donc c'est dans l'intérêt de ceux qui vont le pratiquer, en fait, au quotidien, derrière. Voilà, donc je vais essayer de vous expliquer l'organisation spatiale du projet avec des petites maquettes comme ça pour vous montrer l'organisation des différents niveaux en fait, parce qu'il y en a beaucoup. Donc ça c'est en haut on voit le bâtiment existant et en bas le projet. Ça c'est tous les niveaux. Donc on va commencer par le niveau bas. Le niveau bas qui va contenir en fait l'espace du laboratoire, enfin une partie, un des niveaux, qui sera accessible. C'est un niveau qui est semi-enterré, donc il est accessible par le hall principal. Ensuite, on a donc ici le niveau rue, avec le hall principal, le cabinet infirmier, des tiers-lieux et les locaux techniques. Le niveau supérieur, donc avec le laboratoire, le niveau haut, et ensuite voilà, des tiers-lieux et des distributions verticales. Ensuite, on a l'entresol, donc qui va contenir les locaux du personnel et un tiers-lieu sur l'extension. Et sur le niveau supérieur, la MSP, voilà, avec on a du coup retravaillé par rapport à la dernière fois pour trouver de la surface et voilà, on a poussé les murs. Donc là, c'est les plans pour vous expliquer un petit peu plus l'organisation. Donc là, c'est le niveau sur la rue. Donc on rentre par le hall. On a tout de suite à droite le cabinet infirmier. Alors on voit très mal. Mais, et ensuite, on descend pour aller au labo. Là, c'est le niveau bas, du coup. Donc, semi-enterré. Avec... ça, c'est le niveau supérieur. Oui, on va casser la dalle existante. Vous savez, c'était assez bas, ça fait 2,15 m. On va casser cette dalle et le laboratoire, qui a besoin d'un peu plus de 300 m², fonctionnera au niveau bas, moins 1 mètre, et au-dessus de manière autonome. Par contre, avec une entrée unique, c'est-à-dire que tout le monde rentrera par l'entrée principale. Voilà, là c'est le niveau des locaux du personnel, plus un tiers-lieu qui pourra être affecté à la MSP pour des ateliers. Alors vous vous souvenez, l'espace tisanerie, réunion, etc., qui vous est dédié, hein, qui fait partie du programme de la MSP. Vous avez l'espace ici? Oui, alors... je crois que c'est 58 m², quelque chose comme ça. 58. Les locaux du personnel. Et ensuite, sur l'extension, voilà, merci. Il y a voilà, une partie en mezzanine. Ça, c'est les locaux du personnel. Et dans l'extension, il y a... On a 67 m², dont 60 m² utiles et le bloc sanitaire. Hein. Voilà. Vous aurez le détail dans le compte-rendu au mètre carré près, même à 10 mètres, au dixième de mètre carré près. Et le morceau de bravoure, où on a poussé les murs, notamment les orthophonistes ont des bureaux au moins de 20 m², les médecins aussi, ce qui n'était pas simple. Hein. Voilà, Émilie. Voilà, donc là c'est le niveau supérieur de la MSP, avec tous les bureaux des médecins orthophonistes, des bureaux polyvalents, les sanitaires et l'espace d'accueil. Il y a également un tiers-lieu qu'on a rajouté dans l'extension. Donc en fait, on a rajouté une boîte autour du bâtiment existant. Alors vous le regarderez en détail dans l'atelier, hein, et on a 40 m² supplémentaires qui sont pris dans le bâtiment 4, qui peut permettre d'accueillir une sage-femme, un kiné, etc. Donc on a en tout, vous voyez, 533 m² purement dédiés à la MSP, hein, en dehors des espaces d'accueil, de hall, en dehors du labo, et des 270 à 300 m² des fameux tiers-lieux. Voilà l'enjeu. Et tout ça, ça fait 1100 m². On a 1100 m².
Oui, oui. Alors, je rappelle que l'enveloppe du bâtiment, archives comprises, était de 870 mètres carrés. On a réussi à faire un programme d'ensemble de 1100 mètres carrés, dont la MSP qui fait 533 mètres carrés, hors les circulations verticales, je tiens à le préciser, c'est pratiquement tous des espaces, vous avez une centaine de mètres carrés de circulation, attente, etc. Yann vous expliquera, avec des lieux d'attente fermés, ouverts, etc., comme vous le souhaiterez. On a donc, le labo, c'est 320-30 mètres carrés, et on a à construire ensemble les 300 mètres carrés qui sont à la fois toutes les circulations, horizontales, verticales, où il y aura l'atelier cuisine, il y aura peut-être un atelier santé, il y aura peut-être un atelier accompagnement des maladies mentales, bon, etc. Le multiculturalisme, parce qu'on en a parlé notamment avec Stéphane et avec d'autres, il faut que, qui rentrerait dans la politique de la ville et dans le contrat local de santé, sachant que la métropole, Dalila peut le dire, nous suit d'un œil très attentif et devrait être en capacité de mettre en moyen en termes à la fois d'investissement et de fonctionnement. Donc c'est un projet, vous avez votre MSP, le laboratoire a son projet, mais la valeur ajoutée qu'on a, c'est ces espaces de tiers-lieux dont après on va pouvoir parler. Ce que je vous propose, c'est que on entame les ateliers hein, et vous poserez toutes les questions que vous souhaitez. Oui, donc pour restituer nos principales interrogations et craintes aussi, parce que alors, le principal souci pour moi, c'est les espaces d'attente. Voilà. On est un petit peu angoissé par le phénomène patients qui squattent devant les portes et qui nous mettent un peu de pression. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je ne souhaiterais pas. Je souhaite pouvoir aller les accueillir dans un espace défini et éventuellement pouvoir les faire patienter dans un espace un peu clos. Alors, c'était prévu, il n'est pas dessiné, cet espace. Hein, il se trouve en haut, je ne sais pas si j'ai la souris. Là où c'est marqué tiers-lieu, en fait, là, on peut fermer en fait une boîte d'à peu près une dizaine de mètres carrés qui serait close. Parce que pour nous, dans l'idée, c'est l'accueil est en face, les gens attendent dans cette bulle en verre, et il peut y avoir une pré-attente, mais une seule personne qui peut se trouver devant le bureau du médecin, de l'orthophoniste, mais exceptionnellement. Hein. Mais il vous appartient après de gérer, c'est vous qui le gérez au quotidien. Donc nous, c'était une intention. Hein. Mais on a la possibilité de fermer des espaces de manière spécifique. Et puis d'avoir des espaces d'attente aérés. Pardon. Pour que ça puisse être ventilé. Oui. Ah oui, mais là, si ça c'est sera, dans les couloirs, ça sera hyper ventilé, hein, là, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, mais alors l'espace tiers-lieu, qui est à l'opposé du médecin 1... On va oublier le mot tiers-lieu. Hein. Ouais, voilà, parce que là... Bon, là, ça me paraît, sur le plan ergonomique, un peu difficile, quoi. Enfin, il faut plusieurs espaces d'attente à proximité. Je ne sais pas, un espace d'attente pour 2 ou 3 cabinets, ça me paraît... Là, je crois qu'on a une douzaine de mètres carrés hein, en face du secrétariat. Hein. On peut avoir parfois 1 heure de retard avec voilà, des personnes qui viennent à 2 ou à 3, au rythme de 3 rendez-vous par heure. Ça peut faire beaucoup de monde dans la MSP. Voilà. Donc, voilà. Alors, Guylaine, pour répondre, on avait cet espace-là qui doit faire une vingtaine de mètres carrés. On se posait la question si ce n'était pas aussi un espace d'attente. C'est-à-dire que, vous voyez, cet espace qui est au-delà de la coursive, hein, qui est dans le peut très bien être un lieu d'attente, justement active. C'est pour ça que là, après Yann travaillera sur ces thématiques, mais on peut très bien imaginer, il y a une richesse d'espace qui fera qu'on peut avoir un lieu fermé, un lieu semi-ouvert, et puis après des lieux pour justement permettre, en effet, ce qui sera intéressant, c'est de dire, il peut y avoir, c'est vrai, peut-être une vingtaine de personnes qui peuvent attendre. Hein, c'est bien ça. Mais on saura le gérer. Voilà, bah donc Yann Glohagen a la crainte que le médecin 1 soit très éloigné des salles d'attente et du secrétariat, et ça c'est quand même très pratique pour nous. Le secrétariat doit être quand même au centre de l'espace médecin. Alors, là, il y a une répartition qui est assez linéaire des médecins. Est-ce que c'est judicieux? Je ne sais pas. Vous choisirez. C'est-à-dire que voilà. Nous, on vous a mis des espaces qui correspondent aux 20 mètres carrés. Mais après, vous êtes chez vous. Hein. Donc ensuite, si vous voulez mixer, vous ferez ce que vous voudrez. Il n'y a pas de problème. Hein.
Nous, on a répondu un peu en disant, on a 6 médecins, médecin 1, 2, 3, 4, hein, orthophoniste 1, 2, 3 et autres bureaux, mais vous faites ce que vous voulez, hein, vous choisissez le lieu que vous voulez. Et pour ce qui est des bureaux polyvalents, au moins un d'entre eux devrait être quand même assez central par rapport au médecin aussi, parce qu'il va accueillir un interne, et que l'interne il est supervisé après chaque consultation par le médecin, donc il faut vraiment que ce soit à proximité. Il peut remplacer l'ortho 1 ou 3 par exemple. Voilà. Sur la disposition des bureaux médecins, tout le monde n'a pas parlé là dans notre groupe, mais moi je préfère la disposition en long, c'est-à-dire avec un espace cloisonné, salle d'examen, bureau, un peu comme le médecin 6, plutôt qu'en longueur, où je trouve l'espace bureau qui sera près de la porte, j'imagine, risque d'être assez sombre. Voilà. D'autres choses à rajouter? Moi, je pense que c'est tout ce qu'on a. Est-ce que globalement en surface ça vous convient? En surface ça nous convient. Je rappelle qu'on a majoré les bureaux, hein. On avait plutôt du 15 et 20 mètres carrés, on est pratiquement tout dans les formats de 20, hein, sauf 3 bureaux. Et on est bien d'accord, c'est libre. Par contre, vous savez bien, vous l'expliquez, les cloisons, on va guère pouvoir les pousser puisqu'elles correspondent à une trame de fenêtre. J'attire votre attention, on a fait en sorte qu'il était pari pratiquement impossible que vous soyez tous sur le même niveau. Hein, ce qui explique qu'on ne sait pas faire autrement que, grosso modo, d'avoir 2 fenêtres par bureau, ce qui est quand même relativement important, hein, parce que les fenêtres peuvent être grandement dimensionnées. Je pense qu'il n'y aura pas de problème de lumière si vous êtes au sud. Et on a trouvé, nous, que cette organisation était très polyvalente, c'est-à-dire qu'elle était très très riche. On voulait éviter, tout à l'heure Ramona l'a dit, c'est le couloir linéaire dans lequel on a 3 bureaux de chaque côté. Ça ne nous semblait pas correspondre à l'esprit. Simplement, on est contraint par notre disposition, on n'a pas le choix. Alors là, on ne peut pas faire de fantaisie. Hein. Il y a la table d'examen, puis le bureau. Hein. Malheureusement, on ne peut pas tourner autour de la table d'examen. Voilà. Donc ça laisse peu de choix dans la disposition à voir. Voilà, alors, sachant que, pour en parler, on est bien d'accord que ortho 1, ortho 3, c'est pas forcément figé. Est-ce que, par exemple, la configuration, c'est à vous d'en juger, tel que vous me le dites, je perçois bien que les ortho 2 et 3 semblent plus appropriés à une configuration médecin. On est d'accord? Là, on peut plus facilement avoir la table de sculptation, etc. Donc, vous allez nous faire un retour. Hein, Laurine sera là. Est-ce qu'on peut décaler le bureau polyvalent? Bien sûr, tout au fond et en faire une salle d'attente ortho. Et décaler les médecins. Voilà. Après, je ne sais pas si on peut mettre un bureau polyvalent à un autre endroit. Mais par exemple, nous, ortho, on peut prendre les 2 qui sont vraiment à l'extrémité gauche et prendre médecin 2. Nous, on n'a pas besoin du secrétariat. Typiquement. Après, je sais pas, est-ce qu'on peut faire un bureau polyvalent devant, plus petit peut-être, avec un espace d'attente devant là aussi pour les médecins? On peut inverser, hein. Le petit bureau on peut le mettre au centre, hein. C'est-à-dire on peut faire au lieu de 2 grands un petit, on peut faire 2 grands un petit au milieu. Hein, Émilie, c'est assez simple et on répond à votre demande. Et c'est 2 médecins. Hein. Par contre, on l'a vu, je crois qu'on n'arrivera pas à faire un espace d'attente avec sa fenêtre, etc. en façade. C'est contradictoire. Je pense que dans cette combinatoire, regardez, on inverse les cloisons, on a 2 médecins avec l'interne au milieu, donc c'est ce que vous demandez, vous êtes au nord, certains demandaient, et ensuite on répartit les choses différemment. J'entends que les médecins à l'extrémité peuvent se sentir éloignés, mais Céline, ça ne vous poserait pas de problème d'avoir 2 bureaux ortho à la pointe là? Hein? Est-ce que vous êtes obligé d'être à côté toutes les 3? Bah dans l'absolu, non, après pas forcément non plus à l'opposé. Mais, non, mais donc si on panache... Si on panache médecin et ortho, moi je fais ça, je vois pas... Il n'y a pas de problème. Sachant qu'on peut quand même les coller, si on fait ortho 1, médecin 1 et médecin 2 par exemple, ils sont quand même collés dans la même... Bien sûr. Moi ce que je retiens, c'est le médecin 6, ortho 2 et 3, c'est des bureaux de médecins. Hein? Émilie, on inverse, on met au centre le bureau polyvalent, ça fonctionne. Et ensuite, on a donc 3 bureaux médecins. Là, on peut configurer les choses pour optimiser. Ça ne me semble pas impossible. Est-ce que certains d'entre vous, médecins, quand on est allé sur place, souvenez-vous, il y en a qui voulaient une disposition, etc.
Est-ce que la forme allongée pourrait convenir à des médecins qui sont autour? Est-ce que ça vous pose problème? On avait imaginé, nous, à un moment, la table d'auscultation plutôt à l'extrémité et avoir une forme plutôt linéaire. Est-ce que pour certains, c'est rédhibitoire ou pas? Non, pour moi, c'est pas rédhibitoire. C'est mieux la configuration que propose Guylaine, c'est sûr. Mais bon, moi, je préfère être localisé au sud et avoir un bureau en long, ça me va. Tu l'as choisi. Après, si je peux Moi, avoir alors, attendez, en dehors de ça, moi je pense que maintenant il faut vous impliquer, dire moi je me vois plutôt à tel endroit, etc. On peut faire le jeu. Chacun n'a pas les mêmes attentes en termes d'espace. Essayez de faire un pré-choix déjà. Bon, Céline elle a choisi hein, sur la façade ouest. Bon, c'est bien. Docteur Ferré va nous donner. Bon, non mais faites-le franchement. Moi j'aime bien la vue sur le clocher au calme derrière. D'accord. Il y a un bureau au nord. Hein. Yann, j'ai pas compris. Vous vouliez plutôt vous quel côté vous? C'est calme, je peux ouvrir la fenêtre et Moi, au sud. Comment? Au sud. Au sud. Bon bah voilà. Bah regardez. Et puis après, bah, les derniers serviront. Donc, je suis très sérieux quand je dis ça. Il est important que chacun ait un référentiel de lieu. Il y en a qui veulent être dans l'animation, d'autres dans le calme, etc. C'est quelque chose de très personnel. Donc faites vos pré-choix. Hein. Et puis il y en a qui sont incertains, bah, ils choisiront. Mais c'est essentiel. Pour nous, on veut vous faire du sur-mesure. On estime que là, il y a un panel de choix qui est important. Et les espaces d'attente, ne vous inquiétez pas, on va les travailler. Hein. On va pouvoir les travailler. Nous, ce qui nous importait, c'est qu'on puisse répondre au programme. Et vous voyez, simplement en interaction, on trouve des solutions hein, assez faciles. Mais ça, cette agence, on le fera entre nous. Oui, bien sûr. Mais nous, on a besoin rapidement d'avoir ces invariants parce que après, ça va conditionner. Il me semble que les fenêtres, par exemple, sont de petites dimensions, là, me semble-t-il, hein, telles que je les vois sur le plan. Émilie, je les vois de petites dimensions hein, par rapport... bon, c'est à préciser. Ne vous intéressez pas à ça parce qu'après, on va retravailler sur les problèmes de lumière, sachant qu'on est en plein sud, là. Et puis, n'oubliez pas qu'une partie des cloisons peuvent être très bien translucides pour amener de la lumière du nord. Hein. Par exemple, le bureau qui est le numéro 2, pourquoi n'y aurait-il pas de manière une paroi translucide qui amène de la lumière du nord hein. On va être dans cette qualité d'espace et de richesse d'espace. Hein. On ne vend pas les bureaux traditionnels des MSP. Hein. Là, on fait quelque chose un peu du sur-mesure. Donc, bien sûr, Émilie, Yann, Thierry vont retravailler ça et vont enrichir les espaces. Très rapidement aussi, on aura une maquette numérique, donc vous allez plus pouvoir rentrer dans le projet. Est-ce que, quand même bien, est-ce que quelques craintes et doutes sont levés et est-ce qu'on peut poursuivre dans cette voie? Pour les bureaux, oui. Pour les espaces d'attente, j'attends de voir les propositions. Ouais. D'accord, les espaces d'attente, il faut qu'on fasse des propositions. Sachant que ça a été un boulot énorme hein, pour déjà d'arriver à ça. Hein, on a le squelette là. Et après, on va travailler, on va peaufiner les choses. Hein. C'est important l'espace d'attente parce qu'on a peur d'être envahi, on se sent vraiment oppressé par moment. Voilà, donc ça c'est... On a des films. Moi, ce que je suggère, c'est que l'espace Mélanie et Thierry, qui s'appelle le tiers-lieu numéro 7, ça soit un espace tampon, attente. Hein, parce qu'on le voit, c'est-à-dire que le secrétariat, il y a beaucoup d'attentes, et bien il bascule sur le tiers-lieu numéro 7, d'accord, avec un espace que l'on adaptera justement pour une attente un peu active, semi-active. Hein, il est sur la passerelle là. Ah, hein, d'accord. Vous le voyez. Hein, oui. Voilà. Donc du coup, ça va nous donner. J'attire votre attention que là, on est à 130 mètres carrés de circulation et d'attente. Hein. C'est énorme comme espace. Mais tout à l'heure, Yann va en parler après. On va pouvoir enrichir ce vocabulaire. Est-ce qu'on peut passer la diapo sur les infirmières et qu'elles nous disent ce qu'elles en pensent de leur espace? Donc on est au Red Rue. Merci. Est-ce que l'espace qu'on vous a proposé, on n'a jamais changé? Enfin si, on vous l'a mis au plein sud, côté rue, fermé, plutôt très accessible et qui puisse justement être très interactif avec le laboratoire médical. Mais nous, ça nous va très bien.
On met une note de combien sur quel... Alors, Guylaine, la note entre 1 et 20, à partir de là, est-ce qu'on a la moyenne ou pas? Bon, alors, on est quoi, entre 12 et 14 On a 13 là. On a 13. Ramona, on a noté une note 13. Je rappelle que la mention assez bien est entre 12 et 14. Peut mieux faire. Oui, c'est vrai, c'est bien. Non, mais cette évaluation, vous le savez, vous le faites par exemple pour la douleur, hein, un truc d'échelle. Cette échelle, elle est importante de satisfaction. Non, non, nous, on n'a pas de souci d'avoir été ramenés donc, dans la 6e façade. Pardon? On a été ramenés dans la 6e façade, en fait, c'est ça? Alors, oui et non. Oui. Oui, enfin, non, mais peu importe, peu importe. Non, vous voulez que vous ayez de la lumière naturelle. C'est bien. Et ventilation. Tu mets combien? Et il y a le transat devant, vous l'avez. Émilie ne l'a pas dressé, mais devant il y a un transat pour prendre le soleil. Alors justement, devant, nous aussi, bon, on va pas avoir 50 000 personnes qui vont attendre puisqu'on n'est qu'un cabinet, mais où est-ce qu'on met notre espace d'attente? Parce qu'on a quand même besoin d'un espace d'attente. Étant donné qu'on est juste à l'entrée au niveau du SAS, là, on va être en fait au passage vraiment crucial de tout le monde. Donc on peut pas, je pense qu'on peut pas caler des chaises en plein milieu, par exemple. Alors, d'abord on n'aura pas de chaises. Oui. Voilà. Même pas de tabouret. On aura des sofas. Oui. Non mais on trouvera. Les transats. On trouvera. Les transats. On trouvera. Sans dire qu'on ait besoin vraiment d'un, il faut quand même qu'on ait un petit. Ouais, il faut 4-5 personnes quoi. Ouais, voilà. On a besoin de ces jauges nous, hein. D'accord. Allez, 14. Yann, on te passe la parole et il y a Stéphane et Céline qui vont intervenir autant que de besoin pour compléter leur réaction par rapport à justement, et c'est là la plus grande difficulté, hein, c'est justement les déambulations actives et ce qu'on appelle les espaces de tiers-lieu. Je te laisse peut-être reprendre ton diaporama. On n'a pas pu travailler autant que l'on souhaitait, avec le décalage, le problème de connexion au début nous a fait perdre une bonne demi-heure, et du coup, mais on va poursuivre. On n'avait pas eu la note pour les infirmières? 14. Ouais, il doit sévère à Givors. Hein. Normalement, c'est au bac, il majore. Hein. Là, on minore. On n'en est pas à l'éducation nationale. On est juste. Non, représente les... Oui, prends le temps de représenter les typologies d'espace et autres, parce qu'on l'a fait trop rapidement tout à l'heure, et restitue, et puis je pense que Stéphane, Céline pourront aussi intervenir dans leur pratique. Je rappelle que Céline, bon, elle est praticienne de la MSP, Stéphane, lui, a articulé politique de la ville, notamment, action collective, et c'est deux regards qui sont différents. Oui, donc en fait, simplement, on a 3 niveaux, hein, c'est juste pour, je vous les rappelle pour les diapos qui vont suivre derrière. L'idée, nous, de l'atelier sur lequel on va travailler, on a échangé pour l'instant, c'est justement d'arriver à définir qu'est-ce que ça peut représenter cette typologie d'espace intermédiaire comme plus-value pour un établissement de santé. Sachant que on est au fait, hein, effectivement, des questions qu'il va y avoir de gestion du bruit, de gestion du public, etc. D'où la nécessité, on disait qu'effectivement quelqu'un pilote ces espaces-là et qu'il y ait quelqu'un qui soit à l'interface, parce que sans ça, c'est difficilement envisageable qu'on puisse mettre à disposition du public autant de possibilités sans qu'il y ait un minimum de gestion derrière. Exactement comme ce qu'on a vu tout à l'heure quand on a eu le témoignage de Cosmos. Je refais rapide ou pas, oui, je redis, donc en fait, pour les gens qui n'étaient pas là, désolé pour ceux à qui j'ai déjà expliqué tout à l'heure, en gros, on est parti de 6 thématiques qui permettent de qualifier les espaces et qui sont des thématiques qui sont utilisées par une designer qui s'appelle Rosanne Bosch et qui a travaillé sur le milieu de l'éducation. Et du coup, vous avez les typologies d'espace, mais il faut considérer qu'en fait, c'est une orientation, c'est-à-dire que ça ne fiche pas l'espace dans une fonction.
Quand on parle d'un espace grotte, par exemple, on a eu le débat tout à l'heure, c'est pour ça que je le précise, forcément on y projette quelque chose de l'ordre de quelque chose qui peut être fermé, qui peut être sombre. C'est pas forcément ça, c'est une typologie d'espace qui permet à un moment donné de trouver une forme d'intimité, mais en même temps qui peut avoir d'autres fonctions. C'est-à-dire que ça peut être aussi un espace où on téléphone, par exemple, comme une phone box, comme nous montrait tout à l'heure Julien et Elodie. Et si donc on essaye, et encore une fois c'est une proposition qu'on met en débat, c'est pas du tout arrêté, et l'idée c'était d'activer un petit peu ce débat-là tout à l'heure. Donc on était plutôt autour d'une table de débat autour de ces questions-là. Si on met en débat justement ces lieux-là, on peut envisager que, par exemple, ce lieu-là, alors ce que Rosanne Bosch appelle le sommet de la montagne, c'est un lieu qui correspond un peu à un lieu comme celui-ci. C'est-à-dire où c'est une forme de connaissance descendante, on a quelqu'un qui parle et puis les autres qui écoutent. Et donc, du coup, on est sur un lieu qui fonctionne un peu comme cette pièce, comme cet espace. Et on peut profiter, par exemple, du demi-niveau des escaliers qui sont là pour travailler sur des lieux qui pourraient se transformer, alors qui pourraient au quotidien, qui permettrait simplement de rejoindre le labo, mais qui ponctuellement pourraient servir de petit amphithéâtre dans lequel on peut à un moment donné faire une conférence et inviter des gens, sachant qu'il faut voir que l'intérêt de ça ici, c'est qu'on est sur un espace vitrine, c'est-à-dire que là on est sur la façade extérieure qui donne sur la rue, et que du coup ça met en vitrine aussi ce qui peut se passer à l'intérieur de ce lieu. Enfin, quand je parle du lieu, de l'ensemble de la MSP, enfin de la maison de santé. Et voilà, ici vous avez un autre type d'espace plus polyvalent, dans lequel on a mis 3 fonctions, mais qui seraient qu'on peut, sur lesquelles il faut travailler justement en termes de qualité d'usage. Mais c'est un espace qui, à mon avis, est à la fois l'espace d'accueil, à la fois l'espace de réception, si jamais on envisage par exemple une manifestation singulière, comme l'exemple que je donnais tout à l'heure sur les ateliers de cuisine. Ça veut dire que ce lieu-là pourrait avoir un petit coin laboratoire cuisine, qui n'est pas un restaurant, on est bien d'accord, le but c'est pas de nourrir les gens, mais c'est d'avoir la capacité à un moment donné de pouvoir répondre à cette attente-là si on a des ateliers qui s'organisent autour de ça. Ça peut être un lieu aussi où on a des tableaux Velleda qui permettent par exemple aux enfants, on parlait d'espaces d'attente pour les infirmières. On peut tout à fait imaginer qu'ici, on a des lieux qui correspondent aussi, enfin qui sont aussi des espaces d'attente sur lesquels on va pouvoir laisser les enfants sur des tableaux Velleda. Il y aura des petits sofas, il y aura des petits endroits où on peut s'asseoir ou s'allonger pour lire. Donc c'est l'idée que ce lieu-là ait cette polyvalence-là. Et à un moment donné, il suffit de pousser les meubles. Et puis, si on veut une réunion, par exemple, entre professionnels du bâtiment le soir, après le boulot, parce qu'il faut se réunir pour régler telle ou telle question, tel ou tel point, ou j'en sais rien, on peut le faire à cet endroit-là, par exemple. C'est cette capacité, on peut avoir... Ce que vous montrez tout à l'heure aussi, Elodie, à cet endroit-là, on peut imaginer un tableau rétractable, avec un petit de quoi projeter, et puis se retrouver à cet endroit-là. Donc ce qu'il faut imaginer, c'est la mutabilité des lieux, à la fois au service du quotidien des acteurs de la MSP, des professionnels, mais aussi au service du public. Et il y a une forme donc ça c'est le quotidien, et puis il y a une autre temporalité qui va être une temporalité plus exceptionnelle, qui va être la temporalité. Et c'est l'intérêt de ces lieux-là, c'est qu'en fait ils vont vivre différemment. Il y a une forme d'oscillation comme ça d'activité, et il va y avoir des temps forts. Et c'est des lieux qui sont capables d'accueillir ces temps forts-là. La construction de ces temps forts, la teneur de ça c'est pas mon boulot. Par contre, c'est un peu la question qui est posée aussi dans les débats. Mais effectivement, j'ai besoin qu'on l'imagine ensemble pour que l'espace qu'on construise le permette derrière. Voilà. Et bien entendu, c'est un préalable que je refais une dernière fois, mais à chaque fois, on va forcément prendre en compte les questions de logistique, de sécurité, de réglementation, qui sont incontournables. De toute façon, nous, on ne peut pas s'en affranchir, quoi qu'il arrive.
Sachant une petite parenthèse, en niveau scolaire, il n'y a pas plus réglementé que ça. Et les espaces qu'on vous montre, ils sont souvent en milieu scolaire. Donc ce qu'on sait faire en scolaire, on devrait le savoir faire ici. Tout à fait. À l'espace intermédiaire, alors bon, l'espace de mezzanine, pour l'instant, moi je l'avais juste envisagé avec, on pourrait imaginer des bureaux ouverts mais temporaires. Donc ça peut être aussi, comme on disait tout à l'heure, un lieu d'attente. Oui, c'est tout en haut encore. Il est pas, on en a ah oui, c'est celui au-dessus, oui. Donc celui-ci. Celui-là, il est en entresol. Cet entresol-là, bah, c'est plutôt réservé à la MSP et aux labos, enfin aux professionnels qui sont installés dans la maison pour se réunir entre eux tranquillement, à l'abri du public, loin du regard de tout le monde. Sachant que paradoxalement, c'est aussi l'escalier, pour ceux qui veulent faire du sport, c'est le seul escalier d'accès. Rappelons qu'on a l'ascenseur et cet escalier, mais on voulait en faire un lieu plutôt MSP, mais qui se passe autre chose que ce qui se passe actuellement. Voilà. Alors les déambulations dont on parlait tout à l'heure, bah, ils peuvent se séparer entre on pourrait les imaginer justement entre une partie d'attente plus fermé vitré par exemple, qui peut être vitré, fermé, effectivement. C'est un peu l'idée de ces débats et dans ces ateliers, c'est de nous de comprendre quels sont les besoins et du coup d'adapter, on va dire, l'espace par rapport à ces besoins-là. Et on pourrait imaginer sur des lieux comme ça, je dirais une seconde étape d'attente, quoi. Si par exemple il y a un patient qui doit être reçu mais qu'on doit isoler son conjoint 5 minutes, ou il peut se mettre à l'extérieur et attendre là plutôt que d'attendre debout. Il y a au moins des espaces, les couloirs peuvent être un peu épais et dans l'épaisseur on peut avoir des assises, on peut avoir des choses qui permettent de rendre un peu plus convivial ces espaces-là, quoi. Yann, si tu permets, c'est un problème. Nous, on n'envisageait pas que quelqu'un qui attend à côté de votre bureau, ça soit plus de 5 minutes. C'est-à-dire que c'est le secrétariat qui commande. On lui dit, le médecin est libre dans 5 minutes, avancez-vous, vous tenez là, vous êtes seul, il n'y a pas d'accompagnant, hein, s'il y a besoin. On avait imaginé dans cet esprit, hein, c'est pas la cour de récréation. Hein, voilà, et vous avez raison, c'était pour lever bon, après, on a essayé d'illustrer, si vous voulez, des situations à peu près identiques à ce que je vous présentais préalablement. Donc c'est par l'exemple en fait qu'on essaie de vous faire vous projeter dans ces lieux-là. Donc ça serait l'espace dont on parlait tout à l'heure, qui pourrait servir qui pourrait être transformé, qui serait à la fois un espace de dessert et qui pourrait être transformé en amphithéâtre. Ici, ce seraient des espaces qui pourraient être, comme on le disait, au rez-de-chaussée, à l'arrière, où on pourrait à la fois s'isoler, se mettre avec son petit... je ne sais pas si on arrive un petit peu en avance, ou comme vous disiez tout à l'heure, il peut y avoir 1 heure de retard des fois. On peut en profiter pour se mettre, avoir un certain confort, pour se mettre sur son ordinateur, finir... Enfin, aujourd'hui, on a quand même, beaucoup de gens sont quand même relativement équipés pour ça, donc ça peut servir à ça, mais ça peut servir à plein d'autres choses. Moi, je pense. Le fait d'avoir la symbolique de la maison, de la projection, moi j'imagine de l'espace d'accueil orthophoniste typiquement comme celui-là. Non mais c'est clair, ça va. Ils vont venir super tôt, nos patients. On veut enrichir le vocabulaire. Mais... On peut voir à l'école le problème. Et là, on voit le médecin qui explique à l'interne la préconsultation. Ouais. Il peut y avoir... Alors après, c'est des choses à inventer, hein, je pense, justement, dans le partage d'informations. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des choses... Je ne sais pas si c'est un intérêt, hein, je le dis de façon béotienne, vraiment. Mais en écoutant Marc dire ça, le tableau dont je parlais tout à l'heure, ça peut être des retours qui sont faits aussi de façon ouverte devant tout le monde, quoi. Entre l'interne et puis le médecin. C'est en termes de prévention par rapport au public, puisqu'il y avait l'idée, moi je me souviens de la captation qui avait été faite ici au mois de juin ou de juillet, là. 1er juillet. Il y avait cette thématique-là qui revenait très souvent d'être dans la prévention. Et ce qui n'est pas évident, effectivement, quand on est uniquement dans son cabinet, puisque là, à ce moment-là, on est sur le sujet qu'on traite, et effectivement, on est moins généraliste en termes
en termes d'information, et du coup ça peut être le lieu où se passe la prévention, justement, où se transmet à un moment donné cette information-là. Donc je vous disais, alors ça peut servir à ça, comme ça peut servir aux enfants pour attendre et dessiner et faire et s'occuper quoi sous l'œil des parents. Alors voilà. Yann, cette photo là qu'on montre, pour moi typiquement c'est le rez-de-chaussée de la maison de santé. C'est ça un tiers-lieu, c'est ça l'espace grotte, etc. Imaginez-vous, il y a un espace debout, il y a des espaces d'attente, on imagine les infirmières au bout, c'est ça que l'on imagine. On ne voit pas ça dans les maisons de santé, très clairement. Donc voilà ce qu'on peut imaginer comme vocabulaire. Et oui, ça peut fonctionner. Il faut qu'on soit très interactif avec vous. Nos concepteurs sont là pour vous accompagner, pour enrichir le vocabulaire et trouver les bonnes réponses. C'est ce qu'on appelle le design. Le design des usages, c'est pas le dessin. Là, c'est une projection, par exemple, du rez-de-chaussée potentiel. C'est-à-dire qu'on peut imaginer l'endroit où effectivement on passe pour aller à la là, c'est parlant. Comment ça s'appelle au labo, merci. J'ai pas eu le temps de boire encore, donc je commence à m'assécher et à avoir le cerveau qui s'asphyxie là. On parle de santé, mais moi je suis pas en bonne santé. Docteur. Ouais, c'est des docteurs dans la salle. Non, mais il y a Ramona qui va t'amener une bouteille d'eau. Et du coup, voilà, l'espace d'accueil qu'on voyait en... Non mais c'est bon, Ramona, j'en ai une, elle est là-bas. Ne vous inquiétez pas, c'est gentil, merci. C'est juste que j'ai pas le temps de la boire en fait, simplement. C'est qu'elle est là, mais j'ai pas le temps de la boire. Voilà, on pourrait imaginer que ça devienne à la fois le labo culinaire, à la fois c'est l'espace d'accueil, c'est l'espace qui permet de se tourner, de surveiller aussi un petit peu ce qui se passe à l'arrière dans cette pièce qui est semi-fermée. Et puis là, on peut imaginer le tableau dont je vous parlais qui s'abaisse à gauche, des tableaux... bon, voilà, on peut se projeter de cette façon-là. Yann, arrête, est-ce que ça vous parle là? Après, moi, c'est juste qu'il y a quelqu'un qui va surveiller tout ça. Voilà, mais en fait, c'est pour ça que je ne montre pas les choses telles quelles et que je suis mis dessus, parce que de toute façon, tout le monde va dire « Ah oui, non, mais ça marche pas. » Puis moi, non, mais si, ça doit marcher à certains endroits, mais... En fait, c'est la personne qu'on voit à l'intérieur du labo culinaire, là. Moi, je sais que ma salle d'attente, au bout de 2 mois, déjà, les trucs sont cassés, il manque la moitié des jeux, donc bon, là, clairement, j'ai un peu des doutes sur le... les ampoules dans les toilettes. Après, oui, on oublie les cache-prises aussi, par exemple, on n'a plus de cache-prises dans le cabinet. On parle de la... Non mais alors justement vous soulevez un point de toute façon qui est... Non mais vous soulevez un point de toute façon que même dans d'autres situations on ne sait pas résoudre. Oui, mais je pense que ça va être super beau mais que malheureusement en fait c'est ça, c'est que nous on nous dit souvent oui mais comment on va faire, mais en fait il n'y a pas moyen à un moment donné d'anticiper. Oui c'est vrai. Franchement j'allais dire. Parfois c'est vrai respecter. Exactement, c'est exactement la discussion qu'on a eu tout à l'heure. J'ai eu l'idée-là, j'en démarre pas, vraiment pas. Ouais, moi j'ai eu l'occasion. C'est vrai que ma salle d'attente c'était belle aussi. J'ai eu l'occasion moi de travailler. Par exemple le laboratoire culinaire là, je vois pas trop des gens pouvoir y avoir accès quoi. C'est pas accessible. D'accord. On est bien d'accord. En fait, j'arrivais pas à savoir si tout était... En fait, c'était le côté amovible dont tu voulais essayer de parler, en fait, en gros. Mais en fait, sinon, ça donne envie et on pourrait faire plein de trucs, effectivement, pour l'oralité, tout ça. Oui, pour l'oralité, ça doit être intéressant. On en fait tout, en fait. Ouais. En fait, voilà, mais c'est d'avoir à disposition la possibilité de faire ça. Ça veut pas dire que ça va marcher tous les jours, ça veut pas dire que ça va... Mais ça peut-être qu'au bout d'un moment, ça va être quelque chose qui va devenir une habitude. En fait, à chaque fois, ce que je disais, c'est un pari qu'on fait. C'est un pari que ça va fonctionner. C'est super idée. Et pouvoir faire des petites conférences. De pouvoir disposer de ce lieu pour faire des soirées de formation. Exactement. Typiquement, c'est le tiers-lieu. Enfin, c'est un des tiers-lieux. Vraiment en dehors des horaires de fonctionnement de la MSP. Et moi, si je fais le parallèle avec des projets, notamment d'espaces urbains sur lesquels j'ai eu travaillé, d'espaces publics, dans des quartiers dits difficiles à Saint-Étienne, parce que c'est toujours pareil, c'est plus la réputation qui prend le dessus souvent que ce qui s'y passe réellement. Je témoignais du fait, encore une fois, c'est pas une règle, c'est pas une loi, mais je témoignais du fait que justement, moi j'avais plutôt, on m'opposait plutôt le fait que on n'allait pas quand même leur mettre des trucs chics et chouettes parce que bon, de toute façon ils n'allaient pas le respecter, ça allait être dégradé. Et en fait c'est l'inverse qui s'est passé, c'est-à-dire quand on tient un peu et qu'on dit bah non, au contraire, il faut essayer de mettre de la qualité. Alors il y avait des gens heureusement qui défendaient ça aussi. Quand on tient et qu'on essaie de mettre de la qualité, c'est forcément plus respecté que si on a l'impression que les choses sont faites pour s'en débarrasser. Voilà.
Alors, mais c'est pas une règle, on est bien d'accord. Oui. Ça ne veut pas dire que ça peut pas. On n'échappera pas aux 1% ou 2% de personnes qui n'ont pas de cerveau. Puis on verra des actions correctives en temps voulu si ça se présente. Il faut dire les choses. Mais pour l'instant, on va partir du principe que tout le monde va le respecter et être super positif. Mais exactement. C'est ce qu'on appelle comment ça s'appelle La positive attitude. Non, c'est l'effet Pygmalion. C'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. C'est-à-dire que si on part du principe qu'on ne va pas y arriver, effectivement, ça ne marchera pas. Si on part et ça marche, j'en parle parce que dans l'éducation et dans le travail qu'on a mené, il y a une étude qui avait été menée comme ça, où en fait on a dit à 3 enseignants, à un enseignant dans une classe qui avait 3 enfants qui avaient plus de capacités que les autres, mais qu'il ne fallait pas leur dire et qu'il fallait travailler le sachant et ne l'ayant pas dit aux enfants. Ils ont tiré ces enfants vers le haut, qui étaient des enfants qui avaient moins de capacité en réalité. Donc, et cette étude elle est hyper intéressante pour ça, et c'est ce qu'ils appellent l'effet Pygmalion. Et forcément, effectivement, s'il y a une dynamique qui s'installe, c'est pour ça qu'en fait c'est intéressant qu'il y ait cette espèce de portage collectif ici, il y a plus de chances que ça marche. Encore une fois, c'est pas une règle. Moi, je ferai un parallèle au niveau scolaire. La France, elle est plutôt en peloton au fond. Les Rosa Bosch, ils sont dans les 3 premiers, cette technique-là d'apprentissage. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler, quand je vais vous prendre des projets, où justement dans cette histoire de tiers-lieu éducatif, c'est-à-dire qu'on décloisonne la classe, etc. L'éducation nationale, elle avait les 2 freins serrés, mais la crise Covid inverse les choses. Aujourd'hui, ce que l'on voit en France, c'est qu'on est dans un système très rigide, où en fait l'enseignement ne passe pas. Et là, soyons clairs, les modèles qu'on a, c'est plutôt des modèles scandinaves. Scandinaves ou canadiens, ils ont incomparablement une richesse d'espace, d'interaction plus forte. Nous, c'est un peu ce modèle-là. On a la chance d'avoir, et Yann et moi, travaillé sur des projets différents, on a la même culture, et on voit qu'il y a une capacité de progression très forte. Et on croit, pour notre maison de santé, la nôtre, qu'on va pouvoir... Moi, le schéma que nous propose Yann, moi, je trouve qu'il est parlant. Alors c'est vrai que c'est son métier, mais il arrive maintenant à illustrer des choses, et j'imagine que les unes et les autres, Guylaine la première va dire « Ah bah oui, mon espace d'attente, je ne l'imaginais pas comme ça, parce que vous l'imaginez comme aujourd'hui. » Et là, je pense qu'il faut, c'est notre travail, c'est de projeter. Et je trouve que tes petits croquis sont très révélateurs de ce qu'on peut créer. Grosso modo, c'est comme si on construisait votre maison à chacun de vous. Chaque maison est différente. La maison, d'ailleurs on parle de maison de santé, comme la maison de la famille. L'espace de séjour, il a changé. Il y a 50 ans, c'était l'espace à manger. Aujourd'hui, c'est l'espace sofa, c'est l'espace où il se passe plein de choses, c'est l'apéro, etc. Eh bien, notre tiers-lieu santé, il faut qu'il évolue aussi. Et avec un rapport individuel, le médecin et son patient, le médecin et ses accompagnants, les médecins entre eux, les soignants entre eux, les apprenants, etc. Et donc, il faut qu'on ait cette vocabulaire, cette richesse de vocabulaire. Nous, on la pressent. Par exemple, un des points, déjà les plans, c'était compliqué. Je pense que ça va vous rassurer de dire « Ah oui, en volumétrie, déjà, on s'en dit un peu plus. Ah, et puis oui, on a des éléments de façade. Ah oui, là, parce que, une chose, si tu peux relire ton dessin, il y avait des personnes. Soyons clairs, l'espace, il ne vit qu'avec des personnes. Sinon, il ne vit pas, c'est un espace désert. Et donc, c'est cette richesse qu'on va avoir. On va avoir cet accompagnement à faire, et c'est pour ça qu'on va vous interpeller. C'est notre métier, comme vous avez un métier, le nôtre, c'est d'enrichir cela. Et vous verrez qu'après, c'est-à-dire qu'on sera capable, si un de vous veut recevoir un patient à 20h, eh bien, toutes les portes seront fermées, il faudra qu'il passe le sas de l'entrée, il faudra qu'il passe le sas de la MSP avant de rentrer dans votre cabinet. Ça, on saura faire. Mais avant, on aura des espaces de différentes qualités. Après, on disait, par exemple, tout à l'heure, et c'est ce que Julien témoignait là du tiers-lieu qu'on a eu en visio, c'est qu'après, tous les petits détails comptent. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait de pouvoir, enfin, je ne sais pas si vous avez repéré quand il en a parlé, mais le fait de pouvoir déverrouiller la porte avec son iPhone, c'est des espèces de petits systèmes tout bêtes, ça coûte pas cher, mais c'est des pratiques en fait, voilà, il n'y a pas de passage de clé, il n'y a pas de... Rien que des choses comme ça, tout ça c'est hyper important et c'est ce qui fabrique la modularité du lieu aussi et la souplesse d'utilisation du lieu. On parlait du fait qu'il y ait des prises USB en direct dans les murs. Rien que ça fabrique... Enfin, les gens se réunissent déjà rien qu'à cause de ça, quoi. Ou l'accès au Wi-Fi, des choses... Alors, sans que ça devienne, encore une fois, l'idée, c'est pas que les gens squattent, ils restent là. Mais c'est qu'à un moment donné, il y a une forme de confort. Alors, on a parlé d'une notion
qui pour moi est essentielle, je pense, à la fois dans l'éducation, mais encore plus dans un milieu de santé, c'est la notion d'hospitalité. C'est vraiment ça, quoi. C'est comment on revient à cette notion, où on change le rapport patient-soignant avec voilà, une espèce de distance, de face à face en fait. Et on essaye de retravailler une notion d'hospitalité et d'accueil qui, je ne parle pas de ce qui se passe dans vos lieux à vous professionnels, dans vos cabinets, mais je veux dire que le lieu lui-même permette justement d'autres interactions, fasse venir des gens de l'extérieur, qu'il puisse y avoir des conférences le soir, qu'il puisse y avoir des échanges entre praticiens, mais que ce soit accessible au public aussi, pourquoi pas, hein, ça dépend des sujets, on est bien d'accord. Mais voilà, d'ouvrir un petit peu, de désacraliser dans le bon sens du terme, hein, mais de désacraliser un petit peu cette distance-là que ce lieu peut permettre, quoi, voilà, à certains niveaux, hein, j'entends. Tu as d'autres croquis de ce niveau-là? Non. Oh, j'ai pas eu le temps. Non, non, je le taquine. Il faut te faire. Non, c'est pas possible. Non, Yann, je te taquine volontairement. Moi aussi. C'était pour dire, vous voyez, le dernier croquis, c'est sûrement le plus parlant qu'on a pu avoir jusqu'à présent, parce qu'il est habité. Moi, ce que j'ai retenu dans Cosmos, c'est un lieu qui est habité. C'est-à-dire, on sent qu'il est investi. Hein, et c'est important. C'est pas que ça. Moi, je pense que ce qui est important, enfin moi, pour en avoir beaucoup discuté avec Julien, parce que j'avoue qu'en fait, moi-même, je trouvais que l'énergie qu'ils y mettaient au départ, elle était quand même un peu disproportionnée par rapport au retour, j'entends, économique de la chose. Mais en fait, c'est pas que ça. Donc le retour économique, en plus, ils l'ont. Ça, c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est vraiment la plus-value de ce que ça construit. Relationnellement, de ce que ça construit, en quoi ça refabrique finalement d'autres conditions de travail, mais qui sont des conditions de travail beaucoup plus, c'est un peu bêta de dire ça, mais plus humaines, quoi. Convivial. Ouais, mais même convivial, ça veut, tout est convivial aujourd'hui. Moi, c'est même plus, non, mais c'est une fibre plus profonde que ça. C'est vraiment des échanges qui ne peuvent pas se faire s'il n'y a pas ces conditions-là, en fait. C'est vraiment ça. La convivialité, on l'a là, mais ça fracture pas. Ça fracture pas forcément, ça brise pas forcément la glace tout de suite. Avoir une table de ping-pong, jouer autour d'un baby-foot, on fabrique notre lien. C'est idiot, hein, ça paraît idiot, mais ça l'est pas. On va passer la parole. Céline, comment vous avez envie de réagir par rapport à ce que vous voyez? Mais il nous avait bien gardé de son croquis. Est-ce que ça vous parle? Ça me parle. On sait que quand j'ai participé à la réunion le 1er juillet, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore qui vient de rajouter? Je vous en ai voulu, hein, franchement, je vous en ai voulu le 1er juillet. J'ai dit ah non, c'est pas possible. C'est pas grave, c'est à la fin. Et après, j'ai participé à celle du mois d'août, celle d'aujourd'hui. Non, ça commence à se construire dans ma tête, mais c'est vrai que, oui, moi ça m'intéresse au final. Autant j'étais réfractaire au début. J'ai rappelé l'image. Vous avez un guide, vous acceptez de le suivre. C'est compliqué, on traverse la forêt, on a des chemins caillouteux. Ce qui est important, c'est en haut du panorama. Et c'est pas la montagnette du coin qu'on fait, c'est le Mont Blanc, voire l'Everest. Mais après, on aura quelque chose là. Il faut accepter cet enrichissement. Et on ne pourra faire travailler que si vous enrichissez. Stéphane, est-ce que, je te prends à chaud là, ta réaction par rapport à ton positionnement, puisque tu es de collectivité, on démarre hein, là. Est-ce que tu estimes qu'on enrichit le vocabulaire et j'ai pas d'autres termes, l'interaction qu'on a entre nous, est-ce qu'elle s'enrichit ou pas par rapport à l'espace? Oui, enfin, c'est bien la question ce que tu dis, c'est la question du processus itératif. Est-ce que tu peux enlever ton basque? Ah, je vais l'enlever. C'est le processus itératif, c'est-à-dire que ce qui est présenté ici, là, ça bouscule un peu nos modes de faire, nos modes de représentation. Et on va vers quelque chose qui est un petit peu inconnu, même si on en voit toute la pertinence. Donc c'est vrai que c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'a pas pu faire des ateliers un peu plus fins aujourd'hui, parce qu'il manquait peut-être encore une étape intermédiaire avant d'aller un peu plus loin. Donc pour le coup, moi il y a deux choses que je veux dire par rapport à ça. Le sujet n'est finalement pas le tiers-lieu, moi je vous rejoins complètement là-dessus. C'est une évidence. Le sujet, c'est la dynamique de ce lieu et la capacité qu'on aura, nous les uns et les autres, à le faire vivre, et surtout à ce que les gens qui ne sont pas là se l'approprient. Donc ça, le sujet primordial, il est là, à mon sens. Et pour la politique publique d'une collectivité,
et par rapport à nos réalités de territoire, par rapport à ce sujet spécifique de la santé, où on a besoin de remailler des hospitalités entre les professionnels, la collectivité et les habitants, quelles qu'elles soient, pour que justement on puisse dépasser un petit peu la simple, entre guillemets, question du soin, parce que sinon on fait des bureaux, le service sera rendu de la même façon en termes de soins, c'est-à-dire que la compétence médicale elle est là, voilà, et c'est pas parce qu'on aura rajouté ça que l'offre de soins sera meilleure, mais on crée quelque chose à côté qui est de l'ordre de l'urbanité, de la dignité de l'individu aussi, de sa façon dont il est perçu dans ces lieux-là. Et c'est là-dessus qu'on doit y réfléchir. Donc par rapport par rapport à la politique de la ville et par rapport à la question des habitants, c'est évident que c'est un sujet absolument majeur et évidemment prêt à l'interroger. Et puis par rapport à la notion de prévention, puisque pour moi c'est quand même un sujet sur les mots balises qu'il faut interroger, c'est évidemment la question de la prévention. On a quand même foison de partenaires qui travaillent sur ces sujets-là. Oui. C'est un lieu qui peut aussi apporter une autre façon d'interroger la prévention avec d'autres médias pour travailler sur la prévention. Et c'est ce sujet-là qu'il faudra clairement interroger. Je pense par exemple aux addictions ou à la question de la malnutrition. Avec Aurélie, on va lancer le projet PACAP là, sur les questions de la malnutrition et de l'obésité chez les 0-6 ans. À terme, la question de ce sujet-là pourrait trouver un média ici pour pouvoir le mettre en scène, j'allais dire, et que les patients et les habitants et les citoyens qui sont dans ce lieu-là puissent continuer à être alertés, alimentés, interpellés, interrogés de façon active sur ces questions liées par exemple à la malnutrition chez les 0-6 ans. Il y a une chose que je voudrais rajouter, et pour revenir aussi sur ce que vous disiez, c'est que il y a un côté, il faut accepter qu'il y a un côté expérimental. Oui, mais il faut qu'il y ait un côté expérimental. Voilà, et que ça doit vivre avec ça, quoi. Et qu'il faut prototyper, il faut essayer, il faut réajuster, il faut refaire. De la même façon qu'en fait... Avant de partir, est-ce que vous avez quelques mots à nous dire? Non, non, mais est-ce que ça vous paraît motivant? Est-ce qu'on a du travail à faire? Effectivement, non, effectivement, je commence à comprendre un petit peu dans quelle direction vous allez et c'est motivant, il le sait. Ouais, tout à fait. Dalila, par rapport à votre réaction, par rapport à l'avancement, puis après je repasserai la parole à Guylaine. Moi, complètement ce qu'a dit Stéphane, et puis en plus de ça, j'ai cette prétention, enfin j'espère en tout cas, de créer une certaine émulation qui va faire qu'on pourra attirer d'autres praticiens. Enfin, en disant qu'on a un tiers-lieu comme celui-là qui amène voilà, qui amène de nouvelles forces vives demain. Vraiment, j'aimerais bien que ça soit une vitrine en fait, en gros, sur l'avenir. Ouais. Puis en plus, on est quand même précurseur. Il n'y a pas grand monde qui a quand même fait ça sur la métropole. Enfin, il ne me semble pas. Je sais pas au niveau de la France, vous savez quelque chose, je sais pas. Non, on est précurseurs. Hein. Voilà, on va essuyer un peu les plâtres d'un démarrage, mais après je pense qu'on peut vraiment sortir. Enfin, moi je suis complètement en phase et puis. Ce sont des lieux qui peuvent être polyvalents et voilà, investis autrement. Et puis qu'on peut faire évoluer, voilà, vraiment c'est des choses qu'il va falloir qu'on fasse. Mais sur cette question, enfin sur ce sujet-là, la santé raccroche les wagons, hein, parce que c'est effectivement ça fait, c'est déjà fait dans plein d'autres domaines. Hein. Et c'est la question de la bienveillance qu'on doit clairement interroger ici, c'est-à-dire que là, la question de la malnutrition ou d'obésité chez les 0-6 ans, l'une des grosses vigilances qu'on a eues avec Aurélie quand on a commencé à travailler sur le sujet, c'est comment ne pas stigmatiser les parents, et la maman particulièrement, qui pourrait penser qu'elle a mal à manger si son gamin il est gros. Voilà. Et nous, c'est évidemment pas une façon dont on doit aborder la problématique. C'est une évidence, voilà. Mais c'est facile de le dire, mais c'est plus compliqué de le faire. Et pour le coup, ce lieu-là doit nous permettre justement de toucher ces sujets-là avec une logique curative, avec des professionnels de santé qui, eux, font leur boulot, voilà. Et j'allais dire, et pour eux, finalement, c'est votre compétence à vous et qu'importe le lieu. En clair, vous avez une boîte,
vous rendrez heureusement d'ailleurs le même service professionnel que si c'était dans un château 40 étoiles. Mais d'à côté, on doit avoir une capacité d'avoir de l'hospitalité pour que le papa, la maman, le jeune qui rentre là-dedans ne soit pas ou stigmatisé, ou dans l'indignité, ou dans la peur, jusqu'à finalement ne pas y aller, parce que s'il y a des gens aussi qui ne vont pas se faire soigner, c'est pas uniquement des questions de pognon, voilà, c'est aussi une question d'appréhension. Donc ce lieu-là doit être aussi, doit permettre cette capacité de la bienveillance vis-à-vis des usagers. Est-ce que je peux vous interpeller à nouveau, Guylaine, est-ce que l'approche un peu tiers-lieu qu'on aborde là, qui est difficile, hein, c'est un sujet difficile, de quelle manière, à la limite, vous adhérez à cette idée, et quels sont aussi les freins qui vous amènent à vous projeter? Je sais que vous avez, soyons clairs, vous avez déjà votre métier à remplir, on vous demande en plus. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a une richesse, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un terreau qui peut être intéressant là? C'est intéressant, c'est un éclairage très intéressant sur l'accueil des patients. Je pense que nous, effectivement, on est beaucoup dans le curatif, mais en MSP, quand même, une de nos missions, c'est de faire des ateliers de prévention. Oui. Donc, tous ces lieux là, un peu polyvalents peuvent être très intéressants pour construire des projets, des groupes de patients, enfin, voilà. Oui, ça vous arrive de faire ça, c'est-à-dire de réunir plusieurs patients? Alors pour l'instant non, parce qu'on n'a pas de ça pourrait, quoi. Voilà, c'est le but. Ouais, c'est le but. Ouais, je suis pas au courant, moi aussi. Effectivement, c'est des choses qui sont intéressantes pour nous, quoi. En intérieur que aussi en extérieur. Moi, je fais du groupe, typiquement, ça irait très bien. Ah, oui. Il y a une chose, moi j'étais très surpris, on a eu dans les échanges qu'on a eu avec la CPAM, ils ont fait un équipement interdépartemental Rhône-Nord-Isère à Vienne, où ils font que de la prévention. Et ils ont lancé, et ils sont interpellés en disant et pourquoi pas avoir une antenne à Givors où on ferait de la prévention en dehors de cela. Et pour eux, ce n'était pas imaginable. Et aujourd'hui, un lieu comme ça pourrait le permettre. C'est-à-dire qu'on ait une pratique institutionnelle, entre guillemets, mais la vôtre aussi de praticien. La fois dernière, on avait 2 personnes qui étaient d'anciennes kinés, c'est ça, Ramona, qui voulaient s'intéresser au bien-être. On a, Dalila en avait parlé, Stéphane aussi a parlé, n'oublions pas de la santé mentale, où on a un vrai enjeu. On a la cancérologie aussi, puisqu'on a des taux, etc. On imaginait que ces espaces, qui sont des espaces de l'intimité, hein, c'est un séjour, hein, c'est 30 mètres carrés, on était à la bonne échelle, hein, et on avait à la fois une sorte d'anonymat, c'est-à-dire on vient de manière anonyme, on a ces espaces grottes, entre guillemets, ben c'est aussi pour préserver cette intimité, et qu'on allait pouvoir créer ces synergies-là. Hein. On est bien d'accord, vous avez à gérer votre MSP, c'est déjà très compliqué. Et là, il faut qu'on accroche à la politique de la ville, et qu'on responsabilise l'État, la région, la RS, etc., la métropole, la collectivité commune, à nous donner des moyens d'animation qui rentrent, qui soient un plus pour vous. Et par exemple, l'idée de créer des espaces de convivialité, ça paraît bête, on en a parlé y compris avec l'Unibio. Pourquoi le personnel du Unibio, il va être une vingtaine, n'aurait pas des échanges avec vous? C'est pour ça qu'on estime qu'on aura l'espace baby-foot, flipper, et j'en passe et des meilleurs, qui pourrait se lieu d'interaction autre chose que la machine à café. Et il peut se passer d'interaction. J'attire l'attention que les entreprises les plus performantes aujourd'hui, c'est malheureusement les Google, etc., et qui fonctionnent sur ces schémas-là. C'est-à-dire que eux, l'interactivité, elle est au maximum. Preuve en est, c'est qu'ils habitent pratiquement sur leur lieu de travail. C'est pas ce qu'on veut faire, même si vous passez 12 heures ou 14 heures par jour dans vos locaux. Non, mais par contre, on a envie de donner. Et puis autre point, les attentes de la jeune génération des soignants, que vous connaissez comme moi, ils ont d'autres attentes de l'espace. Et donc c'est ce qu'on a envie de leur offrir. Et c'est cette richesse-là. Est-ce que je peux... j'ai envie de suggérer quelque chose, parce qu'à vous écouter, en fait, bon, ça sert à ça, effectivement, mais moi, je prends par bribes les choses. Est-ce que vous joueriez le jeu, qu'on vous envoie à chacun d'entre vous la fiche là, que je montrais de scénarisation, pour essayer d'envisager ce que potentiellement vous pourriez mettre en place? Mais c'est histoire d'alimenter, nous, ça ne vous engage pas. Non, mais voilà, histoire. Moi, c'est intéressant de savoir, par exemple, qu'effectivement, parce que du coup, ça veut dire qu'à un moment donné, il va peut-être falloir trouver des espaces polyvalents, mais qu'on puisse fermer, qui phoniquement puisse s'isoler, etc. Donc nous, on a besoin de comprendre ça et de connaître ça pour savoir, de savoir ce qu'on peut projeter comme usage dedans. Et donc du coup, qu'on vous transmette par mail les fiches là, sur lesquelles on avait travaillé l'atelier d'avant. Et puis bon, après, chacun fait ses devoirs. L'idée est adoptée. Mais voilà, que vous les remplissiez succinctement, même si tout n'est pas rempli, c'est pas grave. Mais que nous, ça nous permet d'alimenter un petit peu le contenu
de ce qu'il peut y avoir de ce que vous auriez envie d'y faire, quoi. Comme je disais tout à l'heure au groupe, c'est un peu la lettre au Père Noël, quoi. On se lâche, on se met pas de barrière, on commence pas à se dire oui mais non parce que ça va pas être possible. Nous après on verra ce qui est possible ou pas et on essaiera de... Mais la hotte du Père Noël est grande, hein. Elle peut recevoir beaucoup de courriers. C'est à Noël on voit ce qu'on reçoit par rapport à la lettre qu'on a faite, mais la lettre on peut y mettre ce qu'on veut.